On a le plaisir d'accueillir Philippe Gauge. Donc, Philippe Gauge, bienvenue. Quelle branche représentez-vous? Quelles sont vos différentes missions? Si vous voulez bien vous présenter. Voilà, alors je prendrai peut-être un petit peu plus de temps pour présenter nos différentes missions, puisqu'on en a plusieurs, et je serai sans doute beaucoup plus court, parce que nouveau aussi sur le sujet, sur la partie HCAM. Donc moi, d'abord merci à vous de nous accueillir. Et puis, donc moi, je suis à la fois, d'abord le président de FEDELEC, qui est une des fédérations qui représente le commerce et l'électronique et la réparation en électronique grand public. Nous avons environ 4500 entreprises adhérentes, dont environ 1900 dans le domaine de la branche qui concerne la G2R, et celle de l'électronique et de la réparation grand public. Plutôt des petites entreprises, pratiquement tous nos adhérents sont des moins de 50. La moitié d'entre eux travaillent seuls, et leur moyenne, c'est 4,5 salariés. On donne à peu près un panel. On a toujours été, dès le départ, on est dans des métiers qui, je pense qu'on se rend peut-être compte, sont des métiers à risque. On s'électrocute, on travaille en hauteur quand on pose des antennes ou quand on est sur des toits. Et puis, comme les autres, on porte des lourdes charges parce qu'il y a des machines à laver. On est en contact, on vend, donc on est en contact avec un public parfois de plus en plus difficile aujourd'hui, et donc source de stress, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans cette partie-là avec nous. On a développé depuis 1991, à cause du grâce finalement aux habilitations électriques, tout un système de prévention et de formation grâce à des aides et des partenariats avec la CNTS, l'INRS, l'OPPDPT, etc. Voilà, et puis on développe des supports de communication, des ateliers et des outils, et notamment, par exemple, on avait été reçu à Carrefour il y a quelques années pour voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres branches, et ça nous a beaucoup appris. On a vu qu'on n'était pas forcément en avance, bien que étant dans une branche à risque, on n'était pas forcément en avance sur d'autres branches. Vous avez dit tout à l'heure avec Boulanger, on pourra en revenir. Qui ont fait des choses et qu'il nous faudra copier. Alors, vous avez également une autre mission, voilà. Philippe, intéressante aussi en lien avec les sujets de protection sociale. Tout à fait. Alors, notamment, je m'occupe d'un centre de santé au travail. C'est peut-être de ça que vous voulez parler. C'est un centre qui a aussi une spécificité. Il a été fondé dans les années 50 par les artisans de la Chambre des métiers de Paris, parce qu'ils ne voulaient pas partager avec les plus grandes entreprises, donc, ce qui se mettait en place. Et puis, il est paritaire depuis le début. Le paritarisme dans les services de santé au travail, ça date de 2012-2014, je crois. On est paritaire depuis le début, ce qui était une possibilité. Moi, en 2004, quand je suis devenu président, ma vice-présidente était CGT, le trésorier était FO, et aujourd'hui, notre vice-présidente est CGT, et notre trésorière est CFTC. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez forcément une bonne relation avec sa trésorière. Bon, la CGC n'est pas dedans. J'attendais. Le président de notre commission de contrôle. Voilà. Sauvé. Pardon. Le président de notre commission de contrôle est CGC. Voilà. Donc on regroupe ensuite plus de 400 000 salariés. C'est assez conséquent finalement par rapport à la moyenne, 210 environ services de santé en France. Donc ça fait à peu près 80-90 000 salariés suivis en moyenne, donc 400 000 c'est plutôt gros. On a aussi 15% des salariés de l'Île-de-France. Alors c'est là où peut-être on pourrait revenir tout à l'heure, c'est que du coup ça reste un SST de taille moyenne. Enfin, nos adhérents, ils ont en moyenne 12 salariés. Donc même si on a beaucoup, et c'est une spécificité. Le plus grand service d'Île-de-France, ses adhérents ont en moyenne 25 salariés. Vous voyez, donc ça veut dire que quand au SIAM, on a en moyenne 12 salariés, c'est qu'on a une politique depuis très longtemps pour être bienveillant ou bienvenu pour les petites entreprises, et que par contre, il y en a peut-être d'autres. Il y a une certaine sélectivité qui fait que on se retrouve avec des moyennes à 25 salariés. Donc c'est pas facile de suivre le secteur diffus, et c'est là où on a besoin éventuellement on recherche des complémentarités. On a toujours été très, très en avance avec des protocoles infirmiers, des cellules de prévention des insertions,
depuis très longtemps. On a toujours été très en avance sur la réglementation. Voilà. Très bien. Alors, c'est intéressant d'avoir cette double vision, hein, à la fois président de votre secteur, de votre fédération FEDELEC, président d'un service de santé au travail. Alors, on a oublié de dire que FEDELEC était adhéré à l'U2P. Hein, donc là, on a voilà. Alors, donc, quelle est la position de votre organisation sur le rapport alors? Tout à fait. Dans ce cadre-là, donc moi, j'ai été promu donc dans le Conseil national de la prévention de la santé au travail. Donc là, je suis un peu bisu. Là, je suis un peu le petit nouveau de la classe. Donc, je peux faire un rapport d'étonnement. Mais finalement, ce rapport d'étonnement, il coïncide tout à fait parce qu'il y a quelques jours, on préparait cette journée et puis on échangeait ensemble sur ma vision, c'était ma vision de comment on pouvait voir le rapport, de ce qui était important et tout. Et puis, entre-temps, il s'est croisé le U2P, que je représente ou dont je fais partie, a donc fait un certain nombre de synthèses. Et j'ai eu le plaisir de retrouver dans la synthèse exactement ce qu'on avait échangé. Alors, je vais me permettre juste de le citer. On regrette évidemment que tous les éléments n'ont pas été chiffrés. L'incertitude, en particulier sur les non-actifs, pour nous, pour les jeunes qui rentreront et pour les retraités qui partiront, on a vraiment une grosse incertitude sur ces flux. Tout à l'heure, Alexandre en a un petit peu parlé sur un peu le paritarisme en question, hein, sur les accords forcés, sur l'intervention de l'État, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait l'unanimité autour des tables sur l'importance des partenaires sociaux et des concernés. Et puis, autant et surtout sur l'importance de la mutualisation. Et ça, c'est vraiment très spécifique à nos TPE. Moi, je vois bien la différence entre un Philippe Gauge qui gère un centre de santé où il y a 350 salariés avec un CSE et un Philippe Gauge qui gère une entreprise de 5 salariés. C'est absolument pas la même chose. On n'a absolument pas les mêmes besoins. Moi, en tant que adhérent à 350 salariés d'un autre centre de santé au travail, je suis très content. Le médecin du travail, il vient au CSE, il vient dans l'entreprise, etc. Bon, en tant qu'entreprise de 5 salariés, médecin du travail, heureusement, je ne le vois que dans les mauvais cas, quand il y a un problème d'adaptation de poste, quand il y a un problème d'insertion. Et je comprends bien aussi que c'est compliqué de déplacer un bac plus 11 dans chaque entreprise de France. Bon. Voilà, donc on a ça. Donc, et pour en revenir à nos accords, il est absolument nécessaire de conforter le rôle des branches professionnelles en matière de dialogue social, et en particulier pour la protection sociale complémentaire. On l'a vraiment vécu, nous, dans notre branche électronique. Les branches professionnelles doivent être en mesure de mettre en place des dispositifs mutualisés en matière de complémentaires de santé et de prévention, en particulier pour les petites entreprises. C'est quelque chose dont on souffre dans tous les compartiments de jeu. Là, aujourd'hui, on parle de mutuelle, on parle de prévoyance, mais si on parle d'accident du travail, de tout accident du travail, c'est pareil. Si on parle de protection juridique, c'est pareil. Voilà, tout est, si on parle de prud'homme, c'est pareil. Donc, toutes les petites entreprises ont besoin d'avoir des outils collectifs. Pour garder cette... Et accepter la contrainte, hein, accepter la contrainte de l'adhésion pour renforcer, pour défendre l'intérêt collectif, hein, l'intérêt général. Chacun le comprend bien. D'ailleurs, c'est pour ça, tout à l'heure, on disait que le mot désignation ou co-désignation ressort, hein, qui va peut-être générer encore des hérissements de poils, mais oui, on revient sur l'idée de la mutualisation qui produit de la solidarité. Je fais partie, et je commence par partie des cheveux blancs, si on avait encore. Il y a 30 ans, on avait des grandes discussions pour la mise en place des indemnités journalières dans l'artisanat. Il a fallu se bagarrer pour s'obliger à avoir une union de cotisation, pour s'obliger à avoir des indemnités. Donc, heureusement qu'on est arrivé à ces contraintes. Et sincèrement, je me suis fait à l'époque des ennemis dans les anciens. Il y avait des incompréhensions sur la mise en place d'obligations de taxation. Heureusement qu'on a ça aujourd'hui. Très bien. Quand vous parlez du contraste, hein, que vous vivez en tant que président d'un service de santé au travail de 350 salariés, puis
faites le contraste avec votre responsabilité de chef d'entreprise de 5 salariés. C'est intéressant, hein, ce vécu-là. Ça n'a pas toujours été facile, hein, on voit par expérience, quand on a vécu la période de la désignation, on a vécu aussi dans les branches de TPE des résistances de chefs d'entreprise qui ne comprenaient pas que la décision descendait de la convention collective et qu'on était contraint d'être fléché à un endroit. Et comment vous faites pour passer des messages, pour rassurer vos adhérents, leur dire à quel point la mutualisation et la défense des intérêts communs a un rôle important? C'est le rôle de FEDELEC. Hein. Bien sûr. Alors, en même temps, bien sûr qu'on passe ces messages. Et malheureusement, on a mais ils ont une ligne, c'est-à-dire que quand on fait un standard, ce standard ne remporte pas la majorité des choses si on n'en fait pas une obligation. C'est malheureux à dire, mais ça ne suffit pas. Donc, on tient quand même, on est quand même victime de cette démutualisation. Je voudrais donner un exemple qui est parallèle. On a mis en place une protection juridique, quelque chose d'assez franchement. Protection juridique. Le tarif de la protection juridique individuelle, c'est 400 €. On a négocié un accord de groupe, pas obligatoire, un accord de groupe. Ceux qui sont en accord de groupe, c'est 200. C'est un groupe, mais c'est pas tout le monde. Certains de nos départements ont négocié, ont accepté que tous leurs adhérents soient obligés d'en parler. Et maintenant, c'est 100. C'est trop. Donc, regarde, individuellement, je paye 400, avec le collectif, un accord de groupe, je paye 200, et si j'engage toute ma profession, je paye 100. Alors, le parallèle, c'est pas complètement, mais quand même, il est évident. Alors, ensuite, il y a un problème de retrait des grands groupes. Il faut dire les choses. On a besoin, si on veut avoir des bons prix, il faut de la concurrence. Si on décourage les grands groupes parce que c'est plus intéressant de nous assurer, si on assure un sur 3, je comprends parfaitement moi, je suis chef d'entreprise, je comprends parfaitement ça. Si j'envoie mes commerciaux une fois sur 3, ou si j'envoie mes commerciaux une fois sur 2, ou si j'envoie mes commerciaux à tous les coups, je sais où je les envoie, ou je les envoie pas. Bon. Donc, c'est important de pouvoir avoir ces accords. Et donc, il faut évidemment qu'on puisse ne pas décourager ces grands groupes. Moi, je rappellerai par exemple le problème qu'on a eu à la décennale à la fin des années 90, où on avait pris un moment que 2 assureurs qui acceptaient d'assurer la décennale parce qu'il y avait eu des catastrophes. Eh bien, on s'est retrouvé avec des enfants à la profession qui n'arrivaient plus à s'assurer, qui n'étaient pas pris, qui s'assuraient à des coûts monstrueux, qui étaient impossibles pour les jeunes qui commençaient. Voilà, et puis je termine par les actions de prévention. On parlait tout à l'heure avec la boulangerie, par exemple. C'est un bon exemple. Comment voulez-vous faire des actions de prévention si, quand vous extrayez d'un fichier des connards, vous faites quelque chose avec ces connards et vous vous apercevez qu'il y a seulement une personne sur 3 qui est à la G2R, qui est chez un planteur. Forcément, comment est-ce qu'on va avoir un partenariat avec ce groupe si finalement on lui propose un fichier à coup où il n'y a qu'une personne sur 3 qui est de son domaine? C'est pas possible. Il faut qu'on puisse avoir des actions sur des branches qui soient standardisées et qu'on puisse avoir des partenariats qu'on puisse proposer des partenariats à nos préventeurs larges. Je suis sûr que lorsqu'on intervient chez nos adhérents ou chez nos mandataires, eh bien, on doit chez